La troisième fille de Agatha Christie, partie 5, chapitre 16. Le lendemain, la première visite de Poirot fut pour les Borodin Mansions, où il se rendit en taxi. Abandonnant le véhicule dans la cour, il jeta un coup d'œil alentour. Un portier en uniforme se tenait en faction devant l'une des entrées principales et sifflait une rengaine. Remarquant l'inconnu venant à lui, il s'empressa. « Vous désirez, monsieur ?» « Je me demande si vous pourriez me parler d'une triste histoire qui s'est déroulée ici, récemment. »« Une triste histoire ? Pas que je sache, monsieur. »« Quelqu'un qui est tombé du 7e étage et s'est tué. »« Oh, ça ! Je ne sais rien à ce sujet, car je ne suis ici que depuis une semaine. Hé, Joe !» Un autre portier émergea du bâtiment contigu et s'approcha d'eux. « Vous devez être au courant de l'histoire de la femme qui est tombée du 7e. C'est arrivé le mois dernier, non ?»« Il n'y a pas si longtemps, » remarqua le nouveau venu, un homme d'un certain âge, s'exprimant sans hâte. « Une vilaine affaire. »« Morte sur le coup ?»« Oui. »« Comment s'appelait-elle ?»« Voyez-vous, il pourrait s'agir d'une de mes parentes, » expliqua Poirot, n'éprouvant aucun scrupule à farder la vérité. « Vraiment, monsieur ? Je serais désolé pour vous. Une Mrs. Charpentier. Habitait-elle ici depuis longtemps ? Voyons, laissez-moi réfléchir. Environ 1 an, 1 an et demi, peut-être 2. Numéro 76 au 7e étage. C'est le dernier étage ? Oui, monsieur. Poirot ne réclama pas de détails qu'il était censé connaître sur sa parente. Il se contenta de dire « À quelle heure de la journée est-ce arrivé ? À 5 heures ou 6 heures du matin, je crois. » Vivait-elle seule ? Oui, monsieur. Je suppose qu'elle avait des amis parmi les autres locataires. Joe haussa les épaules. Possible, je ne pourrais l'affirmer. Je ne l'ai jamais vue se mêler aux autres dans le restaurant. Si vous tenez à en savoir plus sur son compte, ajouta-t-il en prenant un ton rébarbatif, vous feriez mieux de vous adresser à monsieur Farlane, qui est l'administrateur des Mansions. Merci, je vais suivre votre conseil. Son bureau est au rez-de-chaussée de ce bloc, là-bas. Son nom est inscrit sur la porte. L'administrateur était un homme d'environ 45 ans, aux manières aimables et au regard vif, qui s'efforça de le renseigner de son mieux, Poirot se faisant toujours passer pour un parent de la défunte. Elle logeait chez nous depuis 2 ans environ. J'imagine que la locataire précédente devait être de ses relations et qu'elle l'a avertie de son départ. À vos yeux, Mrs. Charpentier a-t-elle été une bonne locataire ? Monsieur Macfarlane hésita légèrement avant de répondre par l'affirmative. Vous pouvez me confier votre opinion en toute liberté, insista Poirot. Elle organisait des soirées très animées, et une personne un peu trop, dirons-nous, désinvolte dans ses divertissements. Son vis-à-vis abandonna son air réservé. Nous avons eu, en effet, quelques plaintes, mais venant surtout de locataires âgés. Poirot porta à ses lèvres un verre imaginaire. Et puis, peut-être un penchant prononcé pour la bouteille ? Et des amis trop bruyants qui nous créaient parfois des ennuis. Aimait-elle surtout la compagnie masculine ? Ma foi, je n'irai pas si loin. Non, bien sûr, mais nous nous comprenons. Mrs. Charpentier n'était plus très jeune. Les apparences sont souvent trompeuses. Quel âge avait-elle, à votre avis ? Difficile à dire. 40, 45 ans. Sa santé n'était pas excellente. C'est ce que j'ai cru comprendre. Elle buvait trop et ses excès étaient suivis de moments de dépression. Inquiète au sujet de sa santé, consultant sans arrêt des médecins dont elle n'acceptait pas les diagnostics. Elle pensait avoir un cancer. À l'enquête, son médecin attitré affirma qu'elle avait toujours joui d'une parfaite santé. Elle a dû se monter la tête et un beau jour... Comptait-elle des amis parmi les autres locataires ? Pas que je sache. Miss Rhys Holland.
Non, je ne le crois pas. Sans doute se connaissaient-elles de vue. N'oubliez pas qu'elles appartenaient à 2 générations différentes. Je veux dire. M. Macfarlane parut se troubler et Poirot se demanda pourquoi. Et les jeunes filles qui partagent l'appartement de Miss Reese Holland, Miss Norma Restarick, la connaissaient-elles? Je ne saurais l'affirmer. Cette jeune personne n'est ici que depuis peu. Elle a l'air plutôt sauvage. Puis-je autre chose pour vous, monsieur? Non, merci. Vous avez été très aimable. Je me demande s'il me serait possible de visiter l'appartement, juste afin de pouvoir... Poirot s'interrompit sans préciser ce qu'il aurait pu dire. Voyons, le nouveau locataire est un monsieur Travers, qui passe toute la journée dans la cité. Je vais vous y accompagner, si vous le voulez. Ils se rendirent au 7e étage. Au moment où l'administrateur introduisait la clé dans la serrure, un des chiffres se détacha de la porte et rata de justesse la chaussure vernie de Poirot qui exécuta un petit saut de côté avant de remettre le numéro à sa place. « Ces chiffres tiennent mal, remarqua-t-il. « Désolé, monsieur, cela arrive parfois et j'en prendrai note. Nous voici arrivés. » Poirot pénétra dans le salon d'une parfaite banalité. Les murs étaient recouverts d'un papier en imitation de boiserie et les meubles conventionnels semblaient toutefois confortables. « Tous ces logements sont partiellement meublés, » expliqua M. Macfarlane. « Et ils sont tous meublés de la même façon ? » ?»« Pas tous, non, mais nos locataires semblent préférer cet effet de boiserie qui est un excellent fond convenant bien au tableau. » Poirot s'approcha de la fenêtre. « C'est d'ici ? » ?»« Oui, il y a un balcon. » Poirot se pencha au dehors. « 7 étages. C'est haut. » « La mort a été instantanée. Je suis heureux de pouvoir l'affirmer. Bien sûr, il peut s'agir d'un accident. » Poirot hocha la tête. « Vous ne pouvez penser cela sérieusement, monsieur Macfarlane. Cette mort a été sûrement volontaire. » « Ma foi, on préfère toujours suggérer une possibilité plus simple. Je crains que Mrs. Charpentier n'ait pas été une femme heureuse. » « Merci de votre compréhension. Je pourrais, grâce à vous, donner à sa famille en France un tableau très clair de ce qui s'est passé. » Par contre, en ce qui le concernait, Poirot ne trouvait pas la situation tellement claire. Jusqu'ici, rien ne justifiait sa théorie voulant que la mort de Louise Charpentier ait été un événement important. Il répéta ce prénom, Louise, qui lui rappelait quelque chose. Mais quoi? Chapitre 17. Le chef-inspecteur Neal, assis derrière son bureau, l'air important et compassé, salua poliment Poirot et lui indiqua un siège. Dès que le jeune homme qui venait d'introduire le visiteur se fut retiré, l'attitude du policier changea. « Alors, que cherchez-vous à présent, vieux fouineur ? Vous le savez déjà ? J'ai en effet rassemblé quelques faits, mais je ne crois pas qu'il y ait grand-chose pour vous dans ce trou-là. Pourquoi dites-vous un trou ? Parce que vous ressemblez exactement à un chat assis près d'un trou et guettant la sortie de la souris. Mais, si vous voulez mon avis, le trou est vide. » Joshua Restarick jouissait d'une excellente réputation. Affaire de famille, jusqu'ici tout du moins, car Simon Restarick ne laisse pas d'héritier et Andrew n'a qu'une fille. Il existait aussi une vieille tante du côté de la mère, chez laquelle la fille d'Andrew vécut à sa sortie de l'école, après la mort de sa mère. Cette tante est décédée, il y a environ 6 mois, légèrement timbrée, je crois. Elle appartenait à plusieurs sectes religieuses assez particulières, mais pas dangereuses. Simon Restarick était le genre de businessman ordinaire. Sa femme le secondait sur le plan social. Il s'était marié assez tard. Et Andrew ? Andrew semble avoir souffert de la manie des voyages. Il n'est jamais resté longtemps au même endroit, errant à travers l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud, le Kenya et autres pays. Son frère le pressa plusieurs fois de revenir au pays, mais il ne voulut jamais rien entendre. Il n'aimait ni Londres ni les affaires. Je ne sais ce qui l'a poussé à revenir en Angleterre après la mort de son frère,
probablement sa nouvelle épouse, qui est une très jolie femme de beaucoup sa cadette. Pour le moment, il loge chez le vieux Sir Roderick Horsfield, dont le frère avait épousé la tante d'Andrew Restarick. Y a-t-il la moindre trace de démence d'un côté ou de l'autre de la famille? Je ne pense pas, à part la tante et ses religions fantaisistes. En somme, tout ce que vous pouvez m'assurer, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans la famille. Beaucoup d'argent d'origine très respectable. Remarquez qu'une grande partie de cet argent a été apportée par Andrew Restarick. Qui en héritera? Cela dépend des dispositions que prendra Andrew, à mon avis, sa femme ou sa fille. Ainsi, toutes deux sont appelées un jour à hériter d'une très grosse fortune? Assurément. Il n'y aurait pas, par exemple, une autre femme à laquelle Andrew s'intéresserait? Nous n'avons rien découvert de ce côté. Un jeune homme un peu malin, remarqua pensivement Poirot, pourrait facilement découvrir tout cela. Et épouser la fille, rien ne l'empêcherait. Bien sûr, son père pourrait décider de la déshériter. Poirot consulta une liste méticuleusement dressée qu'il tenait à la main. « Parlez-moi de la Wedderburn Gallery. » Une affaire assez déplaisante s'y est produite. Ils ont vendu à un millionnaire du Texas venu ici spécialement pour acheter des toiles un Renoir et un Van Gogh. On s'est posé des questions sur l'authenticité du Renoir, bien qu'on n'ait eu aucune raison de douter de la sincérité de la Wedderburn Gallery. Il y eut un procès et de nombreux experts donnèrent leur avis. En fin de compte, comme il arrive bien souvent, ils se contredirent tous et la galerie offrit de racheter le tableau en question. Mais le millionnaire refusa, car le plus grand expert à la mode lui avait affirmé que l'œuvre était bien l'original. Il repartit avec son tableau, mais depuis, une légère suspicion plane sur la galerie d'art. Poirot jeta un coup d'œil à ses notes. « Avez-vous découvert quelque chose sur M. David Baker ? Il fait partie de la bande habituelle. Une canaille. Vit du trafic de la cocaïne, de l'héroïne. Les filles le plaignent, estimant que la vie lui est trop dure, alors qu'il possède du génie. Sa peinture n'est pas appréciée, rien d'autre que la bonne vieille rengaine habituelle. Passons à M. Rhys Holland, député. Sur le plan politique, il réussit assez bien. Une ou deux affaires douteuses dans la cité, mais dont il se tira sans dommage. Un fin matois, à mon avis. Poirot en vint à son dernier point. Sir Roderick Horsfield, un brave vieux garçon, mais très fatigué. Nous avons eu pas mal d'ennuis au service spécial à cause de la nouvelle lubie de Sir Roderick de vouloir écrire ses mémoires. Tous les vieux garçons qui ont appartenu au service rivalisent de vitesse pour éditer leur jugement sur les écarts de conduite des autres. L'ennui est qu'ils ont gardé des papiers qu'ils auraient dû détruire. Ils conservent tout. Quelle serait votre attitude si quelqu'un remarquait, par hasard, devant vous, qu'une femme, une jeune et jolie femme, porte une perruque? Je n'y verrais rien d'extraordinaire, car ma femme en porte une chaque fois que nous voyageons. Alors que les deux hommes prenaient congé l'un de l'autre, le policier demanda. « J'imagine que vous avez obtenu tous les tuyaux que vous cherchiez sur cette affaire de suicide? Je vous ai fait parvenir le rapport. »« Oui, merci. » Une histoire tristement banale. Une femme gaie, avec un penchant assez vif pour les hommes, assez d'argent pour vivre, pas de soucis particuliers et qui brusquement se met à boire. Il lui prend ce que j'appelle l'obsession de la maladie. Mais je crois plutôt qu'à ce moment-là, elle a tout simplement compris qu'elle n'était plus aussi attirante que par le passé, et qu'elle n'a pas pu supporter cette idée. À propos de notre député Rhys Holland, eh bien, Louise Charpentier a été, à une certaine époque, sa maîtresse. Une liaison sérieuse? Pas tellement. On les a vus ensemble, à différentes reprises, pendant environ 6 mois, mais je ne crois pas qu'elle était la seule, et il n'était sûrement pas le seul non plus. Chapitre 18. Poirot s'arrêta à la porte de la Wedderburn Gallery pour contempler une peinture qui représentait 3 vaches aux couleurs agressives, au corps démesurément long et sur lesquels tombait l'ombre de moulins à vent géants et compliqués. Le tout avait l'air d'être assemblé au hasard. « Intéressant, n'est-ce pas ?» fit une voix mielleuse. Un homme entre 2 âges se tenait près de lui,
exhibant de belles dents blanches. Une telle fraîcheur! Ses mains potelées s'agitaient dans l'air, comme pour y dessiner des arabesques. Ah! Poirot fut entraîné derrière de longs rideaux gris, dans une salle sur les murs de laquelle s'alignaient des toiles modernes. Il émit quelques remarques prudentes que son guide encourageait habilement. « Vos réflexions sont intéressantes. Elles témoignent, si je puis m'exprimer ainsi, d'une grande perspicacité. Les gens préfèrent en général quelque chose qui s'impose plus vite, comme ceci, par exemple. » Il se tourna vers une toile en bleu et vert dont un seul coin était peint. « Vous avez, sans aucun doute, remarqué la qualité du travail. Je dirais même, ce n'est bien sûr qu'une opinion toute personnelle, que c'est l'un des chefs-d'œuvre de Raphaël. » Poirot et lui restèrent un moment en contemplation devant un diamant orange, oblique avec 2 yeux humains, et pendant à ce qui devait être une toile d'araignée. Ayant trouvé un point commun dans leurs goûts artistiques, aucun des 2 hommes ne semblait pressé d'abréger l'entretien. Poirot en profita. « Je crois qu'une Miss Francis Carey travaille pour vous. »« Ah oui, Francis, une fille intelligente, très artiste et compétente. Elle revient juste du Portugal où elle a organisé une exposition pour nous. Un grand succès. On m'a dit qu'elle s'efforçait d'aider les jeunes talents. En effet, Francis s'intéresse beaucoup à ceux qui cherchent, qui travaillent. Le printemps dernier, elle m'a persuadé d'organiser une petite exposition pour un groupe d'artistes inconnus. Un gentil succès. La presse y a même fait allusion, sans tapage, bien sûr. Oui, Francis a ses protégés. Ce David Chose, j'ai oublié son nom, Miss Carey semble avoir une grande opinion de lui. Vous êtes bien sûr qu'il ne s'agit pas de Peter Cardiff. Il est son protégé actuel. Francis pose pour lui, à l'occasion. Ah, David Baker, c'est le nom que je cherchais. Il n'est pas trop mauvais. Pas beaucoup d'originalité, à mon avis. Il appartenait au groupe dont je vous parlais, mais il n'a pas été remarqué. Un amateur doué, sans plus. Poirot retourna chez lui. Après le déjeuner, alors qu'il prenait place dans son fauteuil, avec son café à portée de la main, le téléphone sonna. « Mrs. Oliver, monsieur » annonça Georges en installant l'appareil près de lui. Poirot prit le combiné à contre-cœur. Il ne voulait pas parler à Mrs. Oliver. Il avait le sentiment qu'elle lui demanderait de faire quelque chose qu'il ne tenait pas à entreprendre. « Monsieur Poirot ?»« C'est moi. »« Eh bien, où en êtes-vous ?»« Je suis assis dans mon fauteuil. Je réfléchis. »« C'est tout ? » ?»« Suffisant pour l'heure. »« Mais vous devez retrouver cette fille. Elle a probablement été enlevée. »« Probablement. Je viens de recevoir une lettre de son père par laquelle il me prie d'aller lui rendre compte des progrès de mon enquête. »« Et quels sont ces progrès ? » ?»« Pour le moment, aucun. »« Voyons, monsieur Poirot, vous devez absolument vous ressaisir. »« Vous aussi. »« Qu'entendez-vous par là ? » ?»« Que vous cessiez de me presser ainsi. »« Pourquoi n'iriez-vous pas à cet endroit de Chelsea où je me suis fait assommer ? » ?»« Vous tenez à ce qu'on m'assomme également ? » « Je ne vous comprends pas. Je vous ai fourni une piste en dénichant cette fille dans le café. »« Je sais. Et cette femme qui s'est jetée par la fenêtre ? » Elle était comme beaucoup d'autres femmes. D'abord, elles sont jeunes et jolies, mènent des intrigues galantes. Ensuite, elles sont moins jeunes et moins jolies, mais conduisent encore plus d'intrigues galantes jusqu'au jour où, flétries, elles sont malheureuses, se mettent à boire, s'imaginent avoir un cancer ou autre maladie incurable, et le moment vient où, poussées par le désespoir et la solitude, elles se jettent par la fenêtre. « Vous avez affirmé que sa mort devait être importante, qu'elle mettrait une lumière sur notre affaire. »« Je le croyais. »« Vraiment ?» À court de commentaires, Mrs. Oliver raccrocha. Poirot se renversa contre son dossier, fit signe à Georges de retirer le pot de café et le téléphone, et se mit en devoir de méditer sur ce qu'il savait et ne savait pas. Pour éclaircir ses idées, il s'exprima à haute voix en se répétant les 3 fameuses questions. Que sais-je ? Que puis-je espérer ? Que devrais-je faire ? Que sais-je ? Il savait trop de choses.
il écarta la question et passa à la suivante. Que puis-je espérer ? Ma foi, il pouvait toujours espérer que ces cellules grises, tellement supérieures à celles de ses contemporains, apporteraient tôt ou tard la réponse au problème qu'il ne comprenait pas très bien. Que devrais-je faire ? Aucune hésitation là-dessus. Il devait rendre visite à Andrew Restaric qui était, de toute évidence, au désespoir à propos de sa fille et qui lui reprocherait certainement de ne pas lui avoir déjà rendu son enfant. Poirot comprenait cela et sympathisait avec l'homme d'affaires, mais il lui répugnait de se présenter sous un jour aussi peu favorable. Son seul recours était de composer au téléphone un certain numéro et de se renseigner sur la progression des événements. Mais avant, il lui fallait revenir à la question qu'il avait momentanément écartée. Que sais-je ? Il savait que la Wedderburn Gallery était suspecte. Jusqu'à présent, elle avait réussi à demeurer du bon côté de la loi, n'hésitant pas, cependant, à escroquer quelques millionnaires ignorants en leur vendant des tableaux d'authenticité douteuse. Il se rappela l'homme aux mains potelées, dents blanches, et conclut que le personnage lui était antipathique. Il le jugeait capable de réussir des affaires malhonnêtes tout en sauvegardant habilement ses intérêts. Et ce David Baker, le pan. Ce garçon était prêt à n'importe quel marché douteux, épouser une riche héritière pour sa fortune et non par amour. Le cas échéant, se laisser acheter. C'était aussi sûrement la conviction d'Andrew Restaric, et il avait probablement raison. À moins... Il médita sur Restaric, se référant plus au portrait accroché au mur qu'à l'homme. Le visage aux traits caractéristiques, le menton proéminent, l'air résolu. Poirot laissa sa pensée glisser sur le portrait de la femme, les lignes amères de la bouche. Peut-être retournerait-il à Cross Hedges pour le regarder de plus près et y découvrir un indice qui aurait pu influer sur le caractère de Norma. Norma. Non, il ne devait pas encore penser à elle. Qui d'autre ? Il y avait la jeune Mrs. Restaric, que Sonia soupçonnait d'avoir un amant parce qu'elle se rendait très souvent à Londres. Poirot pensait que Sonia se trompait. À son avis, la jeune femme venait plutôt visiter des propriétés susceptibles de lui convenir, appartements luxueux, maisons dans Mayfair, en bref, tout ce que l'argent pouvait acheter. Argent. Il semblait à Poirot que toutes les pistes qui s'étaient présentées à son esprit aboutissaient à ce mot. Argent. Jusqu'à présent, rien ne justifiait la conviction du détective que la mort tragique de Mrs. Charpentier ait été l'œuvre de Norma. Pas de preuves, pas de motif, et pourtant, il lui semblait qu'il y avait là un lien indéniable. La jeune fille s'était accusée d'avoir peut-être commis un crime, et un décès avait bien eu lieu 1 ou 2 jours plus tôt. Décès qui s'était produit dans le bâtiment où habitait Norma. Ce serait vraiment une coïncidence trop extraordinaire si ce décès n'avait aucun rapport avec l'affaire. Il repensa à la mystérieuse maladie de Marie Restaric. Événement tellement simple qu'il en était classique. Une histoire d'empoisonnement où le coupable devait être quelqu'un de la maison. Marie Restaric s'était-elle empoisonnée elle-même ? Son mari aurait-il essayé de l'empoisonner ? Ou Sonia ? Norma ? Tout portait à croire à la culpabilité de celle-ci. Poirot soupira, se leva et demanda à Georges de lui appeler un taxi. Il ne devait pas manquer son rendez-vous avec Restaric. Chapitre 19. Ce jour-là, Claudia Rhys-Holland était absente. À sa place, une femme entre deux âges informa Poirot que M. Restaric l'attendait et elle l'introduisit auprès de lui. « Eh bien ?» Restaric attendit à peine que le visiteur ait passé la porte. « Quelle nouvelle de ma fille m'apportez-vous » Poirot leva les mains. « Jusqu'ici, rien. Mais enfin, mon vieux, il doit y avoir quelque chose, une piste quelconque. Norma ne peut pas s'être évaporée ainsi. D'autres filles l'ont fait avant elle, et le feront encore. Avez-vous bien compris qu'aucun frais ne devait être évité ? Je ne puis continuer à vivre de la sorte, dans cette angoisse. » Il paraissait avoir les nerfs à vif, et ses yeux cernés de rouge disaient assez les nuits d'insomnie qu'il avait traversées.
Je réalise ce que peut être votre anxiété, mais je puis vous assurer que j'ai tenté tout ce qui était en mon pouvoir pour essayer de la retrouver. Elle a peut-être perdu la mémoire, à moins qu'elle ne soit malade, ou... Poirot devina que Restaric avait été sur le point de dire « morte ». Il prit place de l'autre côté du bureau et déclara « Il est de mon devoir de vous répéter que le résultat serait bien plus tangible si vous vous adressiez à la police. Non. Les policiers disposent de moyens bien plus efficaces, de sources de renseignements beaucoup plus sérieuses. Inutile d'essayer de me convaincre, mon vieux. Norma est ma fille unique. Êtes-vous certain de m'avoir tout dit, absolument tout, sur votre fille? Que pourrais-je ajouter? C'est à vous de le décider, pas à moi. Par exemple, avez-vous eu dans le passé la moindre preuve d'instabilité mentale chez votre fille? Vous pensez que... Comment le saurais-je? Et moi, lança Restaric, amer, qu'est-ce que je connais d'elle, après tant d'années? Grace était une femme aigrie, une femme qui ne pardonne pas, qui n'oublie jamais. Parfois, j'ai l'impression qu'elle n'était pas le genre de personne indiquée pour élever Norma. Il se leva, arpenta nerveusement la pièce et revint s'asseoir. Bien sûr, je n'aurais pas dû quitter ma femme. J'ai laissé Grace élever l'enfant seule. Je suppose qu'à l'époque, je me suis trouvé des excuses. Grace était toute dévouée à Norma, une excellente tutrice. Mais, à présent, je me demande, l'était-elle vraiment? D'après certaines lettres qu'elle m'écrivait, elle ne semblait vivre que pour la vengeance. Ma foi, c'est peut-être naturel, après tout. J'aurais dû revenir, de temps en temps, me rendre compte comment évoluait l'enfant. Je suppose que j'avais mauvaise conscience. Il ne sert à rien d'évoquer des excuses à présent. Il fixa brusquement Poirot. Oui, lorsque j'ai revu Norma, j'ai tout de suite pensé qu'elle était une névrosée. J'espérais qu'elle et Marie s'entendraient mieux au bout de quelque temps, mais je dois admettre que ma fille n'est pas complètement normale. J'ai cru qu'il vaudrait mieux pour elle prendre un emploi à Londres et ne revenir chez nous que pendant les week-ends. Je crois que j'ai tout gâché. Mais où est-elle, monsieur Poirot? Où? Envisagez-vous qu'elle ait pu perdre la mémoire? Cela arrive, parfois. C'est une possibilité, je l'admets. Elle erre peut-être à l'aventure, ne sachant plus qui elle est. Elle peut aussi avoir eu un accident, mais c'est moins probable. Je me suis renseigné dans tous les hôpitaux. Vous ne pensez pas qu'elle soit morte? Il serait plus facile de la trouver morte que vivante. Je vous en prie, monsieur Restaric, calmez-vous. Elle a peut-être des amis que vous ne connaissez pas et qui habitent dans n'importe quel coin d'Angleterre, des amis dont elle aurait fait la connaissance lorsqu'elle vivait avec sa mère, avec sa tante ou au collège. Toutes ces recherches prennent du temps. Et enfin, vous devez accepter cette éventualité. Pourquoi ne serait-elle pas tout simplement chez un amoureux? David Baker? Si je savais. Elle n'est pas chez David Baker. Cela, je puis vous l'assurer. Comment connaîtrais-je ses amis? Il soupira. Si je la retrouve, je l'arracherai à ce monde pourri. Quel monde? Ce pays. Depuis mon retour, je suis malheureux, monsieur Poirot. J'ai toujours détesté la vie de la cité, la ronde ennuyeuse des heures de bureau, les perpétuels rendez-vous avec les hommes de loi, les financiers. La vie que j'aime est toujours la même. Voyager, aller d'un lieu à un autre, explorer des contrées sauvages, quasi inaccessibles. C'est la seule existence qui me convienne et je n'aurais jamais dû la quitter. J'aurais dû demander à Norma de me rejoindre. Lorsque je la retrouverai, c'est ce que j'ai l'intention de faire. J'étudie déjà différentes offres pour céder la firme. Ils peuvent avoir tout le bazar à un prix avantageux. Je prendrai l'argent et retournerai dans un pays qui existe, qui signifie quelque chose pour moi. Et que dira votre femme? Marie, elle est habituée à ce genre d'existence. Elle est née là-bas. Pour les femmes qui ont beaucoup d'argent, la vie de Londres peut être très attrayante. Elle comprendra et nous suivra. Le téléphone sonna. Restaric prit le combiné. Oui,
De Manchester ? Si c'est Claudia Rhys-Holland, passez-la moi. Il attendit un moment. Allô, Claudia ? Oui, parlez plus fort. Je vous entends très mal. Ils ont accepté ? Dommage. Non. Je pense au contraire que vous vous êtes très bien débrouillé. D'accord. Revenez par le train du soir. Nous en reparlerons demain matin. Il reposa le combiné sur son support en déclarant : Une fille remarquable. Miss Rhys-Holland ? Oui, tout à fait remarquable. Elle me soulage de bon nombre de mes soucis. Je lui ai donné presque carte blanche pour résoudre cette affaire de Manchester, car je ne me sentais pas le courage de m'en occuper moi-même. Et elle s'est extrêmement bien débrouillée. Elle est aussi forte qu'un homme sur certains points. Ah, monsieur Poirot, j'ai bien peur de commencer à manquer de cran. Avez-vous encore besoin d'argent pour vos frais ? Non, monsieur. Je puis vous affirmer que je ferai tout mon possible pour essayer de vous rendre votre fille saine et sauve. J'ai pris toutes les précautions possibles pour assurer sa sécurité. Il se retira, et lorsqu'il se retrouva dans la rue, il leva les yeux au ciel. Une réponse affirmative à une question, marmonna-t-il. C'est tout ce qu'il me faut. Chapitre 20. Hercule Poirot contempla la façade de la majestueuse maison datant de l'époque des rois Georges, située dans ce qui avait été jusqu'à ces derniers temps une bourgade démodée. Le progrès s'y insinuait rapidement, mais le luxe du nouveau supermarket, du magasin de cadeaux, de la boutique de Margerie, du café Peg et l'imposant édifice bancaire n'avaient pas encore touché l'étroite High Street. Poirot eut un petit signe de tête satisfait en remarquant que le marteau de cuivre de la porte reluisait. Il pressa la sonnette. La porte s'ouvrit presque immédiatement sur une grande femme distinguée aux cheveux gris relevés et à l'air énergique. « Monsieur Poirot, vous êtes à l'heure ?»« Miss Battersby ?»« Parfaitement. » Elle le pria d'entrer, posa son chapeau sur le porte-habit du hall et le précéda dans une pièce agréable dont la fenêtre ouvrait sur un étroit jardin clos de murs. D'un signe, elle lui indiqua un siège et s'assit dans une attitude d'attente. Il était clair que Miss Battersby n'appartenait pas à la catégorie des personnes qui perdent du temps en préambule. « Vous êtes, je crois, l'ancienne directrice du collège de Meadowfield. »« Oui, j'ai pris ma retraite il y a 1 an. J'ai cru comprendre que vous désiriez me parler au sujet d'une ancienne élève, Norma Restaric. »« En effet. Dans votre lettre, vous ne me donnez aucun détail. Je sais qui vous êtes, monsieur Poirot. J'aimerais donc que vous me fournissiez quelques informations complémentaires avant de poursuivre. Avez-vous, par exemple, l'intention d'employer Norma Restaric ? » ?»« Pas du tout. Si vous le permettez, je vais m'expliquer. »« Je vous en prie. »« Je suis employé par le père de Miss Restaric, Andrew Restaric. »« Ah, il est depuis peu de retour en Angleterre, j'imagine. Après bien des années d'absence. Vous avez une lettre d'introduction de sa part ? » ?»« Je ne lui en ai pas demandé. » La vieille dame lui adressa un coup d'œil interrogateur et Poirot poursuivit. « Il aurait risqué d'insister pour m'accompagner et cela m'aurait gêné pour vous poser les questions qui m'intéressent parce que leur réponse aurait pu lui causer du chagrin. »« Quelque chose est-il arrivé à Norma ? » ?»« J'espère que non. Cependant, c'est une éventualité. Vous souvenez-vous d'elle, Miss Battersby ? » ?»« Je me souviens de toutes mes élèves. J'ai une excellente mémoire, et de plus, Meadowfield n'est pas un grand collège. Il ne compte pas plus de 200 filles. »« Pourquoi avez-vous pris votre retraite, Miss Battersby ? » ?»« Vraiment, monsieur Poirot, je ne pense pas que cela soit votre affaire. »« Non, en effet, je ne fais qu'exprimer une curiosité toute naturelle. »« J'ai 70 ans. N'est-ce pas là une raison suffisante ? » ?»« Pas dans votre cas. Vous semblez pleine de vitalité et très capable de poursuivre votre tâche pendant encore des années. »« Les temps changent, monsieur Poirot. On n'aime pas toujours la manière dont ils changent.
je vais satisfaire votre curiosité. J'ai trouvé que j'avais de moins en moins de patience envers les parents. Les projets qu'ils faisaient pour leur fille étaient le plus souvent déraisonnables quand ils ne se révélaient pas stupides. Et maintenant, s'il vous plaît, puis-je connaître la raison de votre intérêt pour Norma Restarick ? Elle a disparu. Miss Battersby ne parut pas impressionnée. Vraiment ? Lorsque vous dites « disparu », j'imagine que vous voulez dire qu'elle a quitté son foyer sans informer ses parents du lieu où elle se rendait. Je crois que sa mère est morte. Il ne s'agit donc que de son père. Mais cela n'a rien d'anormal de nos jours. Monsieur Restarick ne s'est pas adressé à la police ? Il refuse catégoriquement. Je puis vous affirmer que je ne sais absolument pas où est cette petite. Je n'ai jamais eu de ses nouvelles depuis qu'elle a quitté Meadowfield. Je crains donc de ne pouvoir vous être d'aucune utilité. Ce n'est pas exactement le genre de renseignement que je recherche. Je veux savoir quel genre de fille est Norma. Comment la décririez-vous ? Je ne parle naturellement pas de son apparence, mais de sa personnalité, de son caractère. À l'école, Norma était une fille parfaitement quelconque, mais dont le travail était passable. Vous n'avez pas soupçonné en elle une nature névrosée ? Pas exactement. Enfin, pas plus que sa situation à la maison ne le laisse supposer. À cause de la santé délicate de sa mère ? Oui, Norma venait d'un foyer désuni. Le père auquel elle était très attachée, je crois, partit brusquement avec une autre femme. Mrs. Restarick a probablement traumatisé sa fille en lui confiant son ressentiment. Je devrais peut-être vous demander votre opinion sur la défunte ? Mon opinion personnelle ? Si cela ne vous ennuie pas. Non. Mrs. Restarick était, à mon avis, une femme vertueuse, probe, puritaine, sévère et malheureuse dans la vie, du fait qu'elle était parfaitement stupide. Ah ? Une malade imaginaire, s'inventant toutes sortes de mots. Elle passait son temps dans des maisons de repos. Un décor bien triste pour une jeune fille, surtout lorsque celle-ci n'a pas beaucoup de personnalité. Norma n'avait aucune ambition intellectuelle, aucune confiance dans ses moyens. Un bon petit travail ordinaire et une famille étaient ce que j'espérais de mieux pour elle. Chapitre 21. Poirot s'assit dans son grand fauteuil, posa ses mains sur les accoudoirs et contempla le manteau de la cheminée sans le voir. Sur une petite table, à sa portée, se trouvait une pile de documents variés. Rapport de M. Gobby, informations obtenues par son ami le chef inspecteur Neal, quelques pages portant le titre « Oui-dire, bavardage, rumeurs » et les sources diverses par lesquelles ils avaient été obtenus. Poirot avait déjà lu méticuleusement ces documents et les gardait près de lui au cas où il aurait besoin de se référer à un point particulier. Il voulait, pour le moment, rassembler dans son esprit tout ce qu'il savait et avait appris, convaincu que ces matériaux épars, soigneusement arrangés, devaient permettre de réussir le puzzle proposé. Poirot estimait que l'important ne consistait pas à se concentrer sur les impressions éprouvées, mais sur ce qui les avait causées. Du général au particulier, quels étaient les points de repère de cette histoire ? L'argent en était un, sans que le détective sût très bien ni comment ni pourquoi. Une force mauvaise, rôdant quelque part, en était un autre. Mais dans ce cas particulier, Poirot ignorait où le mal se cachait. Il avait pris certaines mesures pour le combattre, en espérant qu'elles seraient suffisantes. Quelque chose était en marche, progressait, ne s'était pas encore accompli. Quelqu'un, quelque part, était en danger. Mais si la personne à laquelle il pensait courait un véritable danger, il ne comprenait pas pourquoi. Il ne voyait pas de raison. Si, au contraire, elle ne courait pas de danger, alors il lui fallait aborder le problème sous un autre angle. Poirot abandonna les spéculations pour se concentrer sur les personnages. D'abord, Andrew Restarick.
Le détective avait accumulé un bon nombre de renseignements sur Andrew Restarik. Un tableau général de sa vie avant et après son voyage à l'étranger. Un homme instable, ne se fixant jamais longtemps au même endroit, mais néanmoins sympathique. Une personnalité peut-être pas très ferme et même faible sur bien des points. Poirot fronça les sourcils, mécontent. Il jugeait que cette peinture ne correspondait pas à l'homme rencontré. Faible, avec ce menton proéminent, ce regard assuré, cet air résolu. De plus, il avait la réputation d'un homme d'affaires solide et heureux, ayant réussi des marchés avantageux en Afrique du Sud et en Amérique du Sud. Il avait gagné beaucoup d'argent. Comment un tel homme pouvait-il passer pour un faible ? Sa faiblesse ne concernait peut-être que les femmes. Il avait commis l'erreur d'épouser une personne qui ne lui convenait pas. Poussé par sa famille, peut-être. Ensuite, il y avait eu cette autre femme. Rien qu'elle ? Ou y en avait-il eu d'autres ? Difficile à savoir, après tant d'années. Assurément, il n'avait pas la réputation d'un Don Juan. Un homme normal, et d'après les ouï-dire, un homme très attaché à son enfant. Pourtant, il avait rencontré une femme qui lui avait suffisamment tourné la tête pour qu'il abandonne son foyer et son pays. Un grand amour ? Était-ce là la seule raison qui l'avait poussé à tout laisser tomber ? Ou n'avait-il jamais aimé la vie de bureau, la routine de son travail à Londres ? Poirot le croyait. Andrew semblait aussi être le type du solitaire. Tout le monde l'estimait, ici et à l'étranger, mais il n'avait pas d'amis intimes. Il est vrai que ne restant jamais longtemps au même endroit, il lui aurait été difficile de se faire des amis. Il se lançait dans une entreprise, la réussissait et pliait bagages pour poursuivre sa route plus avant. Un nomade ? Un errant ? Tout cela, cependant, ne correspondait pas avec son portrait. Un portrait ? Poirot s'agita, mal à l'aise, au souvenir du tableau accroché dans le bureau de Restarik. C'était le portrait du même homme 15 ans plus tôt. Quelle différence existait avec celui assis derrière sa table de travail ? Aussi surprenant que cela paraisse, presque aucune. Un peu plus de gris dans les cheveux, les épaules plus arrondies, mais les marques caractéristiques du visage n'avaient pas changé. Un homme qui savait ce qu'il voulait et s'acharnait à l'obtenir. Un homme qui ne reculait pas devant les risques à prendre. Pourquoi Restarik avait-il apporté ce tableau à Londres ? Il s'agissait des portraits jumeaux d'un mari et de son épouse qui auraient dû demeurer ensemble. Restarik aurait-il eu, une fois de plus, le désir de se dissocier de sa première femme, de se séparer plus complètement d'elle ? Les portraits avaient probablement été retirés d'un garde-meuble ainsi que d'autres objets appartenant à la famille. Marie Restarik avait dû, sans aucun doute, choisir parmi eux ceux qu'elle désirait ajouter au mobilier de Cross Hedges dont Sir Roderick leur laissait la jouissance. Poirot s'interrogea pour savoir si la jeune femme avait élevé quelques objections en accrochant les deux portraits. Il eût été plus naturel de laisser celui de la première épouse dans le grenier. Mais, après tout, il n'y avait peut-être pas de grenier à Cross Hedges. Marie paraissait être une femme raisonnable, pas le genre jaloux ou émotif. Tout de même, se dit Poirot, les femmes sont toutes capables de jalousie et parfois celles que vous croyez le plus à l'abri de cette passion mauvaise. Il s'efforça de faire vivre Marie Restarik dans sa mémoire, et il fut frappé de constater qu'il n'arrivait pas à penser grand-chose sur elle. Il ne l'avait rencontrée qu'une fois, et au cours de cette rencontre, sans qu'il pût s'expliquer pourquoi, elle ne lui avait guère fait impression. Un certain manque de naturel ? En dépit de sa perruque, Marie Restarik était jolie, raisonnable et sûrement capable de se mettre en colère. D'ailleurs, elle l'avait prouvé lors de la rencontre du Pan
errant dans sa maison sans y être invité. Poirot interrompit brusquement le fil de ses réflexions et hocha la tête. Marie Restaric n'était pas la mère de Norma. Pas pour elle, donc, les appréhensions, les angoisses d'une mère au sujet d'une fille se lançant dans un mariage mal assorti et malheureux, ou l'annonce d'un enfant illégitime né d'un père qu'on méprise. Quels étaient les sentiments de Marie vis-à-vis de Norma? Probablement la jugeait-elle d'abord une fille difficile, ayant choisi un jeune homme qui deviendrait, sans aucun doute, une source de soucis et d'ennuis pour Andrew Restaric. Mais qu'avait pu penser Marie d'une belle fille qui, apparemment, essayait de l'empoisonner? Sa réaction paraissait avoir été raisonnable. Elle avait seulement écarté Norma de la maison, éloignant ainsi le danger qui pesait sur elle, et avait coopéré avec son mari pour étouffer un scandale possible. Norma venait passer le week-end parmi eux pour sauver les apparences. Pour Poirot, l'identité de la personne qui avait tenté d'empoisonner Marie Restaric était loin d'être découverte, bien que Restaric lui-même pensât qu'il s'agissait de sa fille. À présent, Poirot réfléchissait sur le cas de Sonia. Que faisait-elle dans cette maison? Pourquoi y était-elle venue? Sir Roderick lui mangeait dans le creux de la main. Peut-être ne désirait-elle pas retourner dans son pays? Peut-être son dessein était-il purement matrimonial? Les hommes de l'âge de Sir Roderick épousent de jolies jeunes filles chaque jour de la semaine. Dans ce cas, Sonia pourrait bien réussir. Une position sociale assurée, et un assez prompt veuvage en perspective avec une belle rente. À moins que son but soit complètement différent. S'était-elle rendue au Kew Gardens avec les papiers de Sir Roderick, qui avaient disparu et qu'elle aurait dissimulés dans les pages d'un livre? Marie Restaric aurait-elle nourri des soupçons sur les activités de Sonia? Et dans ce cas, serait-ce Sonia qui lui aurait administré des substances toxiques par le truchement des aliments préparés par ses soins? Abandonnant l'étrangère, Poirot se rendit mentalement à Londres, chez les 3 jeunes filles qui partageaient un appartement. Claudia Rhys Holland, Frances Carey et Norma Restaric. Claudia Rhys Holland, capable, expérimentée, jolie, secrétaire de première classe. Frances Carey, artiste, élève d'une école d'art dramatique, puis de Slade, qu'elle avait abandonnée. Elle gagnait bien sa vie et fréquentait un milieu bohème. Elle connaissait le jeune Baker, bien que rien ne laissât supposer qu'ils étaient plus qu'amis. Peut-être était-elle cependant amoureuse de lui. Un beau mâle à l'air impudent et légèrement ironique, qu'il avait rencontré tout d'abord dans les escaliers de Cross Hedges, remplissant une mission pour Norma, ou en reconnaissance pour son propre compte. Poirot avait revu David lorsqu'il l'avait fait monter dans sa voiture. Un jeune homme possédant un caractère et donnant l'impression d'être à la hauteur de toute entreprise décidée par ses soins. Toutefois, sa personnalité présentait un côté d'ombre. Poirot prit un papier placé près de lui et le relut. Un rapport peu satisfaisant, mais pas dramatique pour autant. Des larcins dans des garages, des gestes de voyous qu'il avait placés 2 fois en liberté surveillée. Toutes ces histoires étaient à la mode de nos jours. Baker aurait pu devenir un bon peintre, mais il avait abandonné ses études. On ne lui connaissait pas de travail fixe. Il paraissait vain, un vrai pan, amoureux de son apparence. Le détective s'empara d'une feuille sur laquelle étaient transcrits les thèmes essentiels de la conversation entre Norma et David, lorsqu'ils se trouvaient dans le café de la cité. Mais jusqu'à quel point pouvait-on se baser sur un rapport rédigé par Mrs. Oliver? On ne savait jamais à quel moment l'imagination de Mrs. Oliver prendrait le dessus. Le garçon était-il vraiment épris de Norma? Désirait-il réellement l'épouser? Par contre, les sentiments de la jeune fille à son égard ne laissaient aucun doute. Il lui avait proposé le mariage,
Norma possédait-elle un compte en banque? Elle avait beau être la fille d'un homme riche, rien n'affirmait qu'elle disposait de beaucoup d'argent. Poirot eut un geste exaspéré. Il avait oublié de se renseigner sur les clauses du testament de la défunte Mrs. Restarick. Il feuilleta ses notes. Non, M. Gobby n'avait heureusement pas négligé ce point important. Mrs. Restarick avait laissé tous ses biens à sa fille. Probablement, en tant que fille unique, Norma hériterait de toute la fortune de son père, mais à condition que ledit père ne la déshérite pas parce qu'il n'estimait pas l'homme qu'elle épouserait. Et ce ne serait malheureusement qu'à ce moment qu'on pourrait juger de la sincérité des sentiments de Baker. Et cependant, Poirot hocha la tête pour la 3e fois. Toutes ces données ne se reliaient pas entre elles. Il se rappela le bureau de Restarick et le chèque que l'homme d'affaires venait de remplir pour acheter un jeune homme. Tout disposait à se laisser acheter. Cela, à nouveau, ne cadrait pas. Le montant du chèque était important et cependant, pas plus tard que le jour précédent, David avait offert à Norma de l'épouser. Bien sûr, il ne pouvait s'agir que d'une manœuvre pour faire monter le prix exigé de Restarick. Poirot passa à Claudia. Claudia et Restarick? Était-ce par hasard qu'elle était devenue sa secrétaire? Existait-il un autre lien entre eux? 3 filles dans un appartement. L'appartement de Claudia Rhys Holland. C'était elle à l'origine qui avait loué le logement en partageant ensuite le loyer avec une jeune fille qu'elle connaissait déjà, puis avec une autre jeune fille. La 3e jeune fille. La 3e jeune fille. Il en revenait toujours à ce point. C'est là qu'il aboutissait finalement, c'est de là qu'il devait arriver à la conclusion. Tout dépendait en somme de Norma Restarick. Norma. Que pensait d'elle David? D'abord, que pensaient les autres d'elle? Restarick l'aimait et se faisait du mauvais sang. Le père était persuadé que Norma avait tenté d'empoisonner Marie et il avait consulté un médecin au sujet de son enfant. Poirot aurait aimé s'entretenir avec ce médecin, bien qu'il doutât qu'un tel entretien lui eût apporté quoi que ce soit. Poirot avait une idée assez précise de ce qu'avait dû déclarer le praticien, consulté par Andrew Restarick. Que pensait Claudia Rhys Holland de Norma? Il n'en avait pas la moindre idée. Claudia était certainement le genre de personne qui sait garder pour elle un secret qu'elle juge nécessaire de ne pas révéler. En tout cas, elle n'avait pas manifesté le désir de se débarrasser de Norma, ce qu'elle aurait sûrement fait si elle avait eu des doutes sur son équilibre. Miss Rhys Holland était peut-être plus mêlée au plan général de l'affaire que Poirot ne l'avait tout d'abord pensé. Une personne intelligente et capable. Il revint à Norma, revint une fois de plus à la 3e jeune fille. Quelle place occupait-elle dans le scénario? La plaque qui reliait ensemble tous les fils conducteurs? Une sorte d'Ophélie? Mais Ophélie était-elle folle ou prétendait-elle être folle? Les actrices ne s'étaient jamais entendues sur la manière dont le rôle devait être interprété. Parfois, il y avait quelque chose d'étrange en Norma, mais étrange peut-être dans un autre sens. Poirot se la rappela, avançant dans son salon d'un pas traînant, une fille ressemblant à tant d'autres d'aujourd'hui, avec ses cheveux sur les épaules, habillée pauvrement, sa jupe étriquée, le tout lui donnant l'allure d'une femme adulte qui essaie de paraître une enfant. « Je suis désolée, vous êtes trop vieux. » Peut-être était-ce vrai. Il l'avait jugée avec des yeux de personne âgée, sans compréhension. Pour lui, ce n'était qu'une fille sans désir apparent de plaire, sans coquetterie, une fille sans charme, mystère ou séduction, et ne correspondant pas à son idéal de la féminité. Il ne pouvait lui venir en aide, du fait qu'il ne la comprenait pas. Il avait cru tenter l'impossible pour lui porter secours, mais à quoi avait-il abouti jusqu'à présent?
Qu'avait-il fait pour elle depuis le moment où elle s'était présentée à lui, quêtant son aide? La réponse lui vint directement à l'esprit. Il l'avait gardée en sécurité. C'était quelque chose, à condition qu'elle eût besoin d'être mise à l'abri. Toute l'affaire était là. Cette confession absurde. En fait, pas tant une confession qu'une déclaration. Je crois que j'ai pu commettre un crime. Il fallait s'accrocher à cette phrase, parce que c'était le nœud de toute l'affaire. Son métier consistait à s'occuper de meurtres, à éclaircir des meurtres, à les prévenir. Être le bon chien qui dépiste un meurtre, meurtre annoncé, meurtre quelque part, un meurtre qu'il avait cherché sans le trouver. S'agissait-il de cette histoire d'arsenic dans la nourriture? De ces jeunes voyous s'entretuant à coups de couteau? La remarque ridicule et sinistre des taches de sang dans la cour. Un coup de revolver. Contre qui et pourquoi? Ce n'était pas là le genre de crime qui correspondait aux paroles de la jeune fille. J'ai pu commettre un crime. Il avançait à tâtons, essayait de trouver la place que la troisième jeune fille occupait dans cet imbroglio. D'une phrase banale, Ariane Oliver l'avait éclairé. Le suicide supposé d'une femme à Borodin Mansions. C'était là que vivait Norma. Il devait s'agir du meurtre auquel elle avait fait allusion. Aussi, lorsque la romancière l'avait informée sans insister du décès d'une femme qui s'était jetée par la fenêtre, il lui avait semblé qu'il tenait enfin ce qu'il avait si longtemps cherché. Un résumé bien fait lui avait appris tout ce qu'on pouvait savoir sur la vie de Mrs. Charpentier. Une femme de 43 ans, jouissant d'une bonne position sociale, ayant la réputation d'avoir été une personne téméraire, 2 mariages, 2 divorces. Une femme qui s'était mise à boire plus qu'elle n'aurait dû, qui aimait les soirées où l'on disait à présent qu'elle s'affichait avec des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. Une femme, enfin, qui vivait seule dans un appartement à Borodin Mansions. Poirot comprenait quel genre de personne elle avait été toute sa vie et pourquoi elle avait pu vouloir se jeter par la fenêtre, un matin très tôt, après s'être réveillée désespérée. Parce qu'elle avait un cancer, ou pensait en avoir un? Mais à l'enquête, le rapport médical affirmait qu'elle n'était atteinte d'aucune maladie incurable. Ce que Poirot désirait, c'était trouver un lien entre elle et Norma Restaric. Il n'en trouvait pas. L'identification du corps avait été faite à l'enquête par un notaire. Louise Carpenter, qui avait francisé son nom de famille en Charpentier, parce que cela allait sans doute mieux avec son prénom. Louise. Pourquoi diable ce prénom était-il familier à Poirot? Ah, la fille pour laquelle Restaric avait abandonné sa femme s'appelait Louise Birel. Andrew et elle s'étaient querellés et séparés au bout d'une année de vie commune. Toujours la même histoire qui s'était probablement reproduite sans cesse au cours de la vie de cette femme. Aimer follement un homme, au besoin briser son foyer, et finalement se disputer avec lui et le quitter. Poirot était sûr, certain, que cette Louise Charpentier avait été Louise Birel. Comment cette découverte pouvait-elle le conduire à Norma? Restaric et Louise Charpentier auraient-ils repris leur liaison lors du retour de Restaric? Poirot en doutait. Leur vie avait pris des chemins différents bien des années plus tôt. Qu'ils se soient revus par hasard semblait presque impossible. Il s'était agi d'une aventure brève de peu d'importance. Difficile d'admettre que Marie Restaric se soit montrée jalouse du passé de son mari au point de se débarrasser de son ancienne maîtresse. Ridicule. La seule personne qui, à son sens, aurait assez de rancune pour désirer agir ainsi était la première Mrs. Restaric. Bien qu'une telle action parût incompatible avec sa personnalité. D'ailleurs, elle était morte depuis longtemps.
Le téléphone sonna. Poirot ne bougea pas. Pour le moment, il ne voulait pas être dérangé. Il avait l'impression d'être sur une piste et voulait aller jusqu'au bout. La sonnerie s'arrêta. Bon, Miss Lemon devait s'en occuper. La porte s'ouvrit et sa secrétaire apparut. « Mrs. Oliver désire vous parler. » Poirot agita la main. « Pas maintenant, je vous en prie. » Elle dit qu'elle vient de se souvenir de quelque chose qu'elle a oublié de vous confier. À ce que j'ai cru comprendre, ce serait un morceau de papier, une lettre inachevée qui semblerait s'être envolée d'un camion de déménagement, une histoire assez incohérente. Poirot agita la main avec une énergie redoublée. « Pas maintenant, je vous en prie, pas maintenant !» Miss Lemon battit en retraite. Le calme retomba sur la pièce. Poirot sentit la fatigue l'envahir. Trop de méditation. Il lui fallait se détendre. Il ferma les yeux. Il avait à présent la certitude qu'il n'avait plus rien à apprendre de l'extérieur. La réponse devait venir de l'intérieur. Et tout à coup, juste comme ses paupières se baissaient dans le sommeil, il comprit tout. Tout était là, à sa portée. Sans doute devait-il tout classer, mais maintenant, il savait. Les éléments se présentaient au complet. Les pièces isolées s'emboîtaient les unes dans les autres. Une perruque, un tableau, 5 heures du matin, les femmes et leurs coiffures, le pan, tous conduisant à la phrase par laquelle cela avait commencé. J'ai pu commettre un meurtre. Mais bien sûr, une poésie enfantine, ridicule, lui vint à l'esprit. Il la répéta à voix haute. Rub, dub, dub, 3 men in a tube. 3 hommes dans un baquet. And who do you think they be? Et qui pensez-vous qu'ils soient? A butcher, a baker, a candlestick maker. Un boucher, un boulanger, un fabricant de chandelles. Dommage qu'il ne puisse se souvenir du dernier vers. Un boulanger, oui, et sans que l'on sût très bien pourquoi, un boucher. Il essaya une parodie au féminin. Pat a cake, pass 3 girls in a flat. Faites un gâteau. 3 filles dans un appartement. And who do you think they be? Et qui pensez-vous qu'elles soient? A personal aide and a girl from the Slade. Une secrétaire et une fille venant du Slade. And the third is a... Et la 3e est... Miss Lemon entra. Ah, je me souviens à présent. And they all came out of a weeny potato. Et elles venaient toutes d'une minuscule pomme de terre. Miss Lemon le regarda, étonnée. Le docteur Stillingfleet insiste pour vous parler tout de suite. Il dit que c'est urgent. Dites au docteur Stillingfleet qu'il peut... Docteur Stillingfleet? Il l'écarta de son chemin et saisit le combiné. Je suis là, Poirot à l'appareil. Quelque chose est arrivé? Elle a filé. Comment? Vous m'avez entendu. Elle a filé par la grande porte. Vous l'avez laissée partir? Que pouvais-je faire d'autre? L'arrêter? Non. La laisser partir est une folie. Je ne le pense pas. Parce que vous ne comprenez pas. Nous en avions convenu ensemble, libre de partir quand il lui plairait. Vous ne comprenez pas les conséquences que cela peut entraîner. D'accord, je ne comprends pas, mais je sais ce que je fais. Et si je l'avais empêché de partir, tout mon travail n'aurait servi à rien. Votre tâche et la mienne sont différentes. Je puis vous assurer que je progressais, au point d'être certain qu'elle ne me glisserait pas entre les mains. Ah oui? Et pourtant, mon ami, c'est ce qu'elle a fait. Franchement, je ne comprends pas. Je ne vois pas pourquoi cette rechute. Quelque chose est arrivé. Oui, mais quoi? Quelqu'un qu'elle a vu, quelqu'un qui lui a parlé, quelqu'un qui a découvert sa retraite. Je ne crois pas que cela ait pu se produire.
Mais ce que vous ne semblez pas admettre, c'est qu'elle était libre de ses faits et gestes. A-t-elle reçu une lettre, un télégramme, un coup de téléphone? Non, j'en suis certain. Alors, comment? Mais naturellement, les journaux. Je suppose que vous avez des journaux dans votre établissement? Certainement, la vie normale de tous les jours, c'est ce que je conseille. Alors c'est de cette manière qu'ils se sont mis en contact avec elle. La vie normale de tous les jours. Quel quotidien prenez-vous? 5, il les nomma. Quand est-elle partie? Ce matin, 10h30. Voilà. Après avoir lu les journaux, c'est suffisant pour commencer. Lequel lisait-elle habituellement? Je ne crois pas qu'il y ait eu de préférence. Parfois l'un, parfois un autre, parfois tous. Bon, il ne faut pas que je perde du temps à discuter. Vous pensez qu'elle a remarqué une petite annonce? Quelle autre explication? Au revoir. Je ne puis en dire plus pour le moment. Il faut que je fasse des recherches. Trouver l'annonce et agir. Il raccrocha. Miss Lemon, apportez-moi nos 2 quotidiens et envoyez George acheter les autres. Tandis qu'il dépliait les pages et jetait un coup d'œil aux annonces, les idées de Poirot suivaient leur cours. Il arriverait à temps. Il fallait qu'il arrive à temps. Il y avait déjà eu un meurtre. Un autre se préparait. Mais lui, Hercule Poirot, l'empêcherait. S'il arrivait à temps. Il était Hercule Poirot, le défenseur de l'innocent. George arriva avec les journaux. Poirot se tourna vers Miss Lemon, qui attendait de se rendre utile. « Vérifiez ceux que je viens de parcourir au cas où j'aurais sauté quelque chose. »« La colonne personnelle ?»« Oui. J'ai pensé qu'il y aurait le nom de David quelque part. Un nom de fille, un surnom peut-être. Il n'utiliserait pas celui de Norma. Un appel à l'aide ou un rendez-vous. » Miss Lemon obéit à contre-cœur. Ce n'était pas le genre de tâche qui lui convenait, mais, pour le moment, Poirot n'avait pas d'autre travail à lui confier. Le petit détective étala le Morning Chronicle, qui comptait 3 colonnes d'annonces, et se pencha sur les minuscules caractères. Une femme voulant disposer de son manteau de fourrure, des touristes cherchant quelqu'un pour partager les frais d'un voyage en voiture à l'étranger, une maison d'époque à vendre, pension de famille, enfants attardés, chocolat fait à la maison. Julie n'oubliera jamais. À vous, pour toujours. Cela correspondait mieux à ce qu'il cherchait. Il réfléchit et continua. Meuble Louis XV. Femme entre 2 âges pour diriger un hôtel. Très ennuyé, dois vous voir, venez à l'appartement à 4h30 sans faute. Notre code, Goliath. Il entendit la sonnette de la porte d'entrée alors qu'il criait à Georges de lui appeler un taxi. Il enfila son manteau et traversa le hall au moment où le domestique ouvrait la porte d'entrée et se heurtait à Mrs. Oliver. Dans le hall étroit, tous 3 luttèrent pour se dégager.